Je voulais dire 0, parce que imaginez si je dis jamais raté, mais non, moi, jamais raté. Pour moi, raté, mais c'est un mot qui n'est pas dans mon dictionnaire. En Belgique, vous vous posez cette question, vous dites aux personnes que vous ratez, vous risquez pas d'avoir des financements. En Angleterre, on m'a répondu que si je n'avais jamais raté, on ne me financerait pas. Pourquoi ? Parce que c'est grâce justement à votre persévérance suite à l'échec, au fait de pouvoir continuer en fait à pivoter et à continuer d'être motivé, en fait qu'on va vous financer. On va se dire, elle a de l'expérience, lui, il a de l'expérience. Lui, il a déjà raté, il est encore là, il continue. En fait, j'ai confiance à sa capacité de pouvoir gérer mon argent. Ici en Europe, tout le monde le sait, même à l'université, même à l'école, vous ratez une fois, vos profs ils vont vous dire quoi ? Ouais, t'es nul. T'es sûr que tu veux faire ces études-là ? Je suis pas sûre que c'est pour toi quand même, hein. Ça va vraiment être difficile, hein. Tu devrais pas te lancer. Donc on a un rapport à l'échec en France et en Belgique qui est vraiment fondamentalement différent en fait, du rapport qu'on a à l'échec dans les pays anglo-saxons. Et donc je trouve aujourd'hui qu'il faut absolument changer ce mindset, changer ces croyances qu'on a, de dire en fait si je rate, je suis un moins que rien, je vaux pas la peine, etc. Donc le growth mindset vous permet justement de venir enlever un peu ces croyances limitantes et de faire en sorte de vous dire que justement chaque échec vous crée en fait une nouvelle expérience, vous permet d'avoir des nouvelles compétences également. Et donc ce rapport à l'échec vous permet justement de tenir sur le long terme et de devenir vraiment cette personne qui va inspirer la confiance aux investisseurs, la confiance en vos clients. Quelqu'un qui n'a jamais raté, la première fois il va faire face à un échec, moi je vais avoir peur. Ah bah c'est compliqué. Moi je vais me dire en fait ok comment est-ce qu'il va réagir, je vais commencer à trembler un peu, ça va être compliqué. Alors que quelqu'un qui de nouveau mange des échecs au quotidien tous les matins, je vais me dire ok en fait peu importe ce qui lui arrivera sur la route, cette personne aura la capacité de pouvoir rebondir. Et donc le growth mindset hyper important comme deuxième étape qui aussi pareil est gratuite. Alors passons à l'étape numéro 3. Une fois qu'on a cette étape numéro 2, donc on a notre pourquoi, on a notre mindset qui est d'attaque, qui est d'affront, qui sait qu'il y aura des problèmes et qui est déjà capable de pouvoir les surpasser, on passe à la partie planification. C'est important de pouvoir définir des objectifs. On va nulle part sans objectifs. Et les objectifs, ils doivent être smart. C'est pas des objectifs de dire moi je veux être riche dans ma vie. Moi j'ai envie d'avoir un compte Instagram qui pète le feu et qui finalement va avoir des milliers de followers. C'est pas suffisant. Il faut avoir des objectifs qui vont pouvoir être quantifiables. Si vos objectifs ne sont pas quantifiables, ça va être compliqué de pouvoir mesurer votre réussite. Mesurer votre réussite et surtout célébrer les petits succès aussi. Donc important de pouvoir déjà dès le départ penser à faire un planning. Pensez déjà à vous dire ok. Moi, concrètement, pour mettre ce projet en place, de quoi j'ai besoin ? Quelles sont ces différentes étapes ? Quels sont ces objectifs que je vais devoir mettre en place au fur et à mesure pour faire en sorte que j'avance ? On ne monte pas l'Everest en 2 heures. Il y a des étapes intermédiaires. Vous avez à chaque fois des camps intermédiaires pour franchir les 8000 mètres. Pourquoi est-ce que quand on est escaladeur ou quand on est alpiniste, on aurait des étapes et pas nous ici ? C'est pareil. Vous avez un objectif, vous avez un projet qui peut être, et je vous le souhaite, qui peut être plus grand que vous. Quand on est entrepreneur, on est généralement des gens qui sont passionnés, qui avons un rêve et qui n'ont rien lâché pour atteindre ce rêve. Ce rêve peut être plus grand que vous. Comment vous allez faire pour finalement venir décomposer ce rêve en petits objectifs pour finalement, tous les jours, vous dites que vous participez, vous plantez des graines pour y arriver. Donc en 1, on va créer des objectifs qui sont smart, on va faire en sorte de pouvoir les quantifier afin de les mesurer, et puis après on va passer à l'action avec un planning. Alors je ne sais pas si vous connaissez la matrice d'Eisenhower, ça vous parle un peu ? La matrice urgence et importance. Donc quand vous avez toutes les tâches que vous devez faire, et généralement quand on se lance pareil, on est solo, on est seul quand on se lance, donc on doit généralement tout faire, il y a quand même une notion de priorité. Okay ? On va généralement faire une matrice en se disant qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, et qu'est-ce qui est important et urgent. Ce qui est important et urgent, c'est ce qu'on doit faire en premier. Ce qui est urgent en 2, ce qui est important en 3. Et ce qui est ni important ni urgent, on le met de côté et on l'enlève. Okay ? Et donc ça aussi, c'est un travail d'arriver à faire un planning qui va être smart, d'arriver à faire un planning qui vous permettra de pouvoir justement prioriser correctement et faire en sorte d'avancer aussi avec une satisfaction. Et n'oubliez pas aussi, très important, de célébrer vos petits succès. On a tendance justement à ne pas se rendre compte de tout ce qu'on fait tous les jours. Peu importe, en fait, si vous avez simplement vu un client aujourd'hui, vous avez répondu à des mails aujourd'hui, vous avez potentiellement juste pensé à votre logo aujourd'hui, à votre nom d'entreprise, c'est une petite réussite. Attendez pas, en fait, d'avoir votre premier million pour commencer à célébrer, parce que vous allez vous fatiguer en attendant d'avoir votre premier million. Donc, c'est important d'arriver de nouveau dans ce growth mindset, à comprendre que chaque jour, on plante des petites graines et que ces graines, en fait, vont amener à ce que, finalement, votre projet puisse arriver à quelque chose qui est à la hauteur de vos ambitions. Donc, surtout très important de célébrer les petites réussites, de ne pas attendre justement qu'on ait notre projet fini pour que ça fonctionne. Un exemple, je vous parle d'Interskillar. Donc, Interskillar est une application qui utilise l'IA, donc l'intelligence artificielle, pour justement faire l'orientation de carrière pour les jeunes.
Dans ma tête, j'ai une application avec 45 fonctionnalités, avec un chatbot, avec une académie, avec des conseillers de carrière, enfin, j'ai plein de choses. Aujourd'hui, j'ai une V1. J'ai une V1 avec des tests cognitifs qui donnent des résultats, qui donnent un manuel de carrière à des jeunes pour déjà les aider à mieux comprendre qui ils sont et quels sont les métiers qui pourraient les intéresser. Alors, moi, je suis assez frustrée parce que finalement, je vous dis, j'ai déjà la V63 dans ma tête. Donc moi, ce que je présente aux personnes, finalement, c'est pas suffisant, ça correspond pas à ma vision. Mais j'ai cette compréhension de savoir et surtout la patience de me dire en fait que je plante ces petites graines au quotidien pour que finalement, je puisse arriver à créer le produit dans sa globalité. Et donc, on ne crée pas un produit du jour au lendemain, on ne crée pas un business du jour au lendemain. Comment vous allez faire pour justement faire en sorte d'arriver à avancer tout en étant satisfait de ce que vous mettez en place, satisfait des résultats que vous avez. Alors, une fois qu'on a le planning, qu'est-ce qu'on fait? On va aller checker un petit peu, tu peux passer à la prochaine slide si tu veux bien, on va passer un petit peu aux ressources qu'on a. Pareil, quand on se lance, on a tendance à se dire, j'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau, j'ai pas les compétences. Okay? Qu'est-ce qu'on fait? On va soit commencer à aller chercher dans son réseau pour voir un petit peu qui pourrait nous aider. Donc, premièrement, c'est que vous avez tous un réseau. Vous avez tous un réseau, peu importe qui vous êtes. Le réseau, ça peut commencer par votre famille, par vos amis, par vos copains de classe de l'époque. Ça peut être aussi un réseau avec vos anciens collaborateurs dans une entreprise, vos collègues. Ça peut être des personnes dans votre quartier, ça peut être vos voisins. On a tous un réseau. Comment pouvez-vous arriver à identifier les personnes dans votre réseau qui pourront justement vous aider à répondre à une de vos problématiques ou à un de vos besoins? Et peut-être que cette personne-là va aussi avoir une personne à vous recommander. Et que cette personne-là va avoir une autre personne à vous recommander. Donc ne minimisez pas en fait les personnes qui vous entourent. Pitchez le plus possible votre projet pour justement arriver à faire en sorte que les gens gardent votre projet en tête et puissent en parler aussi autour de vous pour finalement créer du lien et créer des connexions avec des gens qui ne sont pas directement dans votre réseau. Donc premièrement, on a tous un réseau personnel, c'est important de pouvoir aller l'activer, que ce soit via LinkedIn, en digital ou que ce soit de manière en présentiel, en physique comme aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là finalement sont des gens dans votre réseau. Que vous le veuillez ou non, vous avez toute la chance aujourd'hui de pouvoir serrer des mains à n'importe qui et de pouvoir justement pitcher votre projet et à voir si potentiellement il n'y a pas une personne dans cette salle qui, soit elle-même, soit quelqu'un qu'elle connaîtrait, pourrait vous aider sur l'un des axes de votre entreprise. Donc premièrement, réseau. Deuxièmement, la partie compétences. La partie compétences, faire en sorte qu'on puisse identifier quelles sont nos compétences qui vont répondre aux tâches qu'on a mis en place dans notre projet, donc les différentes tâches avec le planning, avec ce qui est important, ce qui est urgent. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même et qu'est-ce que vous allez devoir déléguer? Et quand on pense à déléguer, de nouveau, il y a cette question de se dire, oui, maman, Leïla, moi, j'ai pas d'argent pour payer quelqu'un. Je ne sais pas payer une stagiaire, je ne sais pas payer en fait une personne à temps partiel ou à temps plein. Comment je vais faire? Donc aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des outils comme ChatGPT, des outils justement comme Claude, comme Midjourney, comme Dali, peu importe, des outils d'IA, qui sont vos meilleurs assistants personnels. Okay? Et donc, toutes ces compétences-là que vous n'avez peut-être pas l'expertise, n'hésitez pas aussi à utiliser des outils comme ChatGPT ou comme d'autres pour vous aider en fait à mettre en place tout un suivi qui vous permettra de pouvoir déléguer certaines tâches qui ne sont peut-être pas essentielles à votre entreprise. Moi, quand je lance un business aujourd'hui, je vous parle d'Interskillar. Interskillar, le cœur de ce que je fais, c'est de l'IA, c'est du produit. Les départements RH, les départements légal, le département communication, tous ces départements-là, finalement, c'est pas mon expertise à moi. Est-ce que moi, j'ai étudié fait des études d'avocat ou de juriste pour commencer à créer des contrats? Non. Et donc, je peux déléguer la création de contrats. Je dois créer des conditions générales de vente. Je dois créer des politiques de confidentialité. Je dois créer des politiques de retour. Tout ça, en fait, je peux le déléguer à ChatGPT. Mon recrutement, est-ce que moi j'ai fait des études de recrutement? Non, pas du tout. J'ai fait de la finance et du business. Et donc la partie recrutement, en fait, je peux très bien challenger ChatGPT pour qu'il puisse, de un, me créer une offre d'emploi, de deux, analyser les CV que je lui envoie, de trois, me générer des questions d'interview, de quatre, me dire quelle personne pourrait être la plus compétente pour ce job, cinq, me faire une procédure d'onboarding, six, faire en sorte de pouvoir faire des plans de formation pour cette personne, etc., etc., etc. Donc vous avez toute une multitude en fait de tâches que vous pouvez déléguer dans les départements qui ne sont pas les départements au cœur de votre activité. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui va être outils gratuits en ligne. Je parle de ChatGPT, vous avez Canva aujourd'hui qui est un super outil, Figma, Miro, enfin il y a toute une liste d'outils digitaux en fait que vous pouvez utiliser qui vous permettent justement de pouvoir avancer dans votre entreprise, optimiser ce que vous faites et vous focaliser sur ce dont ce que vous savez faire, ce qui est vraiment le cœur de vos compétences personnelles. Pareil pour tout ce qui va être groupe et événements. Ce type d'événement, justement, est un moyen de pouvoir trouver des ressources cachées et vous aider dans votre entreprise.
Je peux passer au prochain slide. J'avais oublié en plus du texte template. Alors, une fois qu'on a effectivement identifié toutes ces ressources qui nous permettraient de pouvoir avancer et répondre à toutes les tâches, ou en tout cas faire toutes les tâches dont nous avons besoin pour notre entreprise, on va essayer de prototyper en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez plutôt un business orienté produit ou un business orienté service, mais peu importe, il faut prototyper. Prototypage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer en fait un support qui permettra aux gens de comprendre ce que vous faites. Il faut présenter ce que vous faites, parce qu'en parler, c'est bien sympa, mais le visuel est très important. Vous en parlez à quelqu'un? Est-ce que vous avez un QR code à lui envoyer pour que le renvoyer vers un site internet, vers un réseau social, vers potentiellement votre page LinkedIn, vers peut-être une sorte de démo, de template de ce que vous avez en tête? C'est hyper important de faire un suivi avec quelque chose de visuel. Et vous avez pareil plein d'outils gratuits pour justement pouvoir faire des visuels, que ce soit via des maquettes cliquables. Donc des maquettes cliquables, si moi j'ai un produit demain, je veux lancer une application, je peux faire des maquettes que je peux justement animer gratuitement aussi. Et finalement, grâce à un QR code, je peux faire scanner mon QR code et la personne en face peut commencer à tester mon mock-up, ça s'appelle un mock-up, mon prototype pour me dire finalement, bah tiens, j'apprécie ton mock-up, tiens, l'expérience client n'est peut-être pas la plus optimale, peut-être que tu pourrais changer tel bouton, j'ai pas très bien compris ce que tu fais. Et donc ça vous donne directement un feedback. Le prototype vous permet de directement avoir des feedbacks de vos clients. C'est important de répondre à un besoin. Quand vous lancez un business, on répond finalement tous à des besoins. Comment est-ce que vous allez pouvoir justement vérifier que votre solution répond à un besoin? C'est grâce à ce genre d'outils, à des prototypes qui vous permettront justement de venir challenger directement ce que vous faites et de pouvoir, comme on dit, tweaker, donc pouvoir vraiment changer des petits éléments afin de faire en sorte que votre solution soit à 100% alignée avec les besoins, avec les attentes de vos personas, de vos clients. Et donc, ce qu'on va faire dans la méthodologie Lean Startup, c'est mettre en place une sorte de boucle sans fin, un cycle qui vous permet justement d'arriver à itérer continuellement et à faire en sorte d'améliorer votre produit ou votre service au fur et à mesure. Alors l'étape 1 de la méthodologie Lean Startup, c'est de faire en sorte qu'on passe de l'idée à l'hypothèse. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte de passer d'une idée à finalement une hypothèse qu'on va venir challenger? On peut faire un Google Form. On peut faire en fait des rendez-vous qualitatifs, faire en sorte de faire des enquêtes dans la rue, des micro-trottoirs. On peut aller voir des personnes en fait, qui sont dans nos personas qui vont nous permettre de venir challenger de nouveau et venir vérifier que notre idée finalement correspond à un réel besoin. Une fois qu'on a l'hypothèse, on passe au MVP. On passe à la création, le prototypage. Ensuite, on va faire en sorte de passer du MVP à l'apprentissage. Donc une fois que j'ai MVP, pour ceux qui n'ont pas le terme, c'est Minimum Viable Product. Donc c'est vraiment le produit minimum viable que vous allez pouvoir créer qui va pouvoir vous générer des fonds. Parce que quand on lance un business, il faut pouvoir générer un peu de sous-sous, sinon ça reste un hobby finalement. Ce n'est pas une entreprise, ça reste un hobby. Et donc comment vous allez faire pour directement, le plus vite possible, passer finalement de quelque chose qui était dans votre tête à un prototype de produit ou de service qui va pouvoir être envoyé à une personne, qui pourront vous donner leur feedback afin de pouvoir apprendre sur potentiellement vos erreurs ou apprendre sur ce que eux, sur leur retour, ce que eux, enfin là où eux perçoivent la valeur, pardon, et faire en sorte d'améliorer ou de pivoter. L'étape 4 est importante. On a tendance à minimiser la partie pivotage. Je vous ai dit Interskillar, j'ai pivoté 3 fois. Pourquoi? Parce que finalement, la solution que j'avais au départ en tête ne correspondait finalement pas à ce que mes clients attendaient. Et donc, j'ai dû pivoter. Alors, c'est pas facile. Quand on se lance, on a tendance à se dire « Ah, c'est mon petit bébé. Moi, je voulais faire ça comme ça. C'était important pour moi que ce soit comme ça. » Est-ce que vous créez un business pour vous ou vous créez un business pour les autres? Parce que si c'est pour vous, vous êtes votre seul client, donc c'est à vous que vous allez devoir vous autofinancer jusqu'à la fin des temps. C'est peut-être pas le plus malin. Donc effectivement, quand on se lance, important de pouvoir être directement, tout le temps, en contact continuellement avec votre public cible pour justement faire en sorte d'arriver à créer ce fameux produit qui va vous permettre de vous dire « Je persévère et je continue en fait avec cette idée initiale parce qu'elle fonctionne, elle correspond vraiment à un besoin ». Ou bien je dois pivoter, je dois prendre en compte le feedback que j'ai reçu de ces personnes et je dois peut-être venir itérer mon produit afin qu'il corresponde vraiment à quelque chose qui pourra être vendu, qui va trouver en fait, qui va faire écho auprès de vos personas. Je pense que le Lean Startup, c'est bon pour maintenant. Donc prototypage. Ensuite, une fois que vous avez prototypé, hyper important de booster votre visibilité. Il me reste 5 minutes. Je parle déjà très vite pour ça et c'est pour pas que tu m'envoies chier, mais là, si tu me dis 5 minutes, ok, bon, ça va être sportif. Alors, booster votre visibilité. On a tendance à, pour certains, pas tous, mais je sais qu'il y a des introvertis qui se lancent. Les extravertis, c'est un peu plus facile. On vit dans un monde d'extravertis, donc c'est facile. Regardez, je suis sur scène, je parle, c'est facile. Je sais qu'il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué.
c'est quand même hyper important de pouvoir être visible. Être visible, ça passe par les médias, ça passe par LinkedIn, ça passe par potentiellement en fait des événements comme ceci, des awards que vous pouvez avoir. Il faut absolument parler de ce que vous faites. Au plus vous en parlez, au plus on vous connaît, au plus ça va être facile pour vous de pouvoir justement en fait rester dans la tête des gens et les activer même par la suite une fois que vous n'êtes plus à côté d'eux en face-to-face. Donc booster votre visibilité, c'est hyper important. On a tendance à minimiser. C'est pas quelque chose qui va toujours être plaisant, hein. Poster sur LinkedIn, des fois c'est un peu barbant, mais finalement ça nous permet de pouvoir justement rester dans la tête des personnes. Et c'est ça qui est important, c'est que quand vous vous lancez, ce n'est pas suffisant de juste se dire « Ah ben tiens, effectivement, je me suis présentée comme les super dames du panel l'ont dit ». Se présenter pour se présenter, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on se présente? Moi, quand je prends le temps de vous parler, c'est pour finalement que vous vous dites « Ah ben tiens, je me rappellerai de ce business, je me rappellerai de toi et ça m'intéresse ». C'est pour rester dans la tête des gens le lendemain et le surlendemain. Sinon, à quoi ça sert que je me présente? Okay. Donc, boostez votre visibilité. Bon, vas-y, passe au prochain slide, ça ne va pas y arriver. Alors, premier client. Comment est-ce qu'on passe justement, une fois qu'on a tout ça mis en place, on a notre planning, on a justement une idée en fait de stratégie, on a déjà une vue un peu sur le prototypage qu'on veut faire, sur le site internet qu'on voudrait avoir, etc. On est prêt. Comment est-ce qu'on fait pour passer justement d'un business qui est encore quelque chose de très proche de nous à quelque chose qu'on va partager, qu'on va commencer à pouvoir vendre? Alors, premièrement, on parlait de persona. Quel est votre persona? Ceux qui me disent, moi, mon business, là, c'est pour tout le monde. Mon client, bah, c'est tout le monde, mon client. Ce n'est jamais tout le monde vos clients. Il faut arriver à définir vos clients. Et la définition, ce n'est pas juste démographique. Ce n'est pas juste de se dire, en fait, bah, mon client, ce sont des femmes d'origine africaine qui, finalement, sont entre 30 ans et 40 ans, qui sont basées à Bruxelles. Ce n'est pas ça. Vos clients, en fait, quel magazine est-ce qu'ils lisent? Où est-ce qu'ils vont chercher l'information? Dans quel genre d'événement est-ce qu'ils vont? Vos clients, finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est aller beaucoup plus loin que l'aspect démographique. Il faut répondre quelles sont leurs problématiques concrètes. Donc la définition de vos personas n'est pas si simple que ça. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect démographique. Vraiment définir 2 voire 3 personas maximum afin que vous puissiez au maximum servir ces 3 personas-là. Si vous en avez 10, ça va être compliqué de pouvoir répondre à 10 besoins différents. Donc définissez vos personas. Une fois que vous avez vos personas, on va venir découper leur parcours. Finalement, moi demain, je cherche un lave-vaisselle. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour chercher un lave-vaisselle? Est-ce que je vais en parler à ma mère? Est-ce que je vais aller sur Google? Est-ce que je vais aller sur MediaMarkt? Si je vais sur MediaMarkt, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais regarder finalement tous les lave-vaisselles? Est-ce que je vais regarder le prix? Est-ce que je vais regarder les reviews des autres acheteurs? C'est important d'arriver à vous mettre dans la peau de ces personnes afin de comprendre leur parcours utilisateur. Et ce parcours utilisateur va vous permettre de pouvoir segmenter en différentes étapes. Donc, par exemple, pour l'exemple de lave-vaisselle, moi, je vais aller sur Google, je vais taper lave-vaisselle. Peut-être que je vais aller après sur les 3 premiers sites que je vois, Vandenborg, MediaMarkt, j'en sais rien. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller voir sur ces sites, peut-être que je vais être dissatisfait, je vais être désatisfait de ces sites, peut-être que je ne trouverai pas l'information. Et donc, est-ce que je vais aller voir autre chose? Si je veux voir autre chose, est-ce que ça va être le bouche à oreille? Ça va être des magazines? Est-ce que je vais aller sur place dans les magasins? Et c'est au fur et à mesure que vous allez arriver à comprendre par où est-ce que ces personnes passent que vous allez pouvoir vous placer au bon endroit avec votre solution. Si maintenant je mets 10 000 € dans de la pub dans un magazine, Elle, féminin, est-ce que je suis sûre en fait que les femmes que je veux targeter lisent le magazine Elle? Sinon j'aurais juste perdu 10 000 € en fait. Donc assurez-vous de pouvoir aussi être là où vos clients sont. Une fois que vous avez ça, on va pouvoir définir justement les actions clés pour chaque étape. Ah ben tiens, si je sais qu'en fait ils commencent par Google, est-ce que je vais faire de la pub sur Google? Est-ce que si je sais qu'en fait ils vont dans les magasins directement, est-ce que je ne vais pas me placer devant les magasins pour donner des flyers? Et donc dépendamment de ce parcours client, vous allez pouvoir définir en fait toutes ces actions. On va décrire finalement aussi ce qu'ils ressentent, leurs sentiments, leurs frustrations, afin de pouvoir justement venir shifter. Si je sais par exemple que les jeunes que je sers avec Interskillar, ils n'ont personne pour leur orientation de carrière. Ils vont se retrouver anxieux, ils vont se sentir seuls, pas accompagnés. Donc le sentiment, il va être avec un emoji vers le bas. On va râler. Comment est-ce que je peux faire pour changer cet emoji qui râle en emoji qui sourit? Qu'est-ce que je vais leur apporter pour venir changer ce sentiment et venir réparer cette frustration? Donc c'est important aussi d'arriver à identifier comment vous allez pouvoir justement changer leur état d'esprit afin qu'ils passent du négatif à du positif. Et puis ensuite, on va justement venir repérer les opportunités d'amélioration grâce à ces sentiments qu'on aura pu voir à chaque étape de leur process pour, in fine, identifier les prises de contact. Prises de contact sur Google, sur LinkedIn. Est-ce qu'ils sont plutôt sur Instagram? Est-ce qu'ils sont plutôt sur TikTok? Est-ce qu'ils sont plutôt, de nouveau, dans des événements comme ceci? Est-ce qu'ils sont plutôt dans des magasins? Est-ce qu'ils sont plutôt dans... Voilà, venir vraiment arriver à identifier où vous pouvez les trouver pour finalement venir aller les chercher et les contacter naturellement aussi.
Je pense qu'on arrive bientôt au bout. Voilà, on arrive au dernier slide. Alors là, je vous ai mis un petit peu les 12 étapes que moi j'estime les 12 étapes clés pour passer en fait d'une idée à un business qui soit viable et qui fonctionne. Alors si je vous résume, premièrement, c'est cette fameuse philosophie. C'est d'arriver à pouvoir se dire, OK, je me lance comme entrepreneur, je sais que j'aurai des obstacles, etc. Comment est-ce que je peux justement déjà penser à ces objectifs, à ce premier planning pour y arriver? En 2, le mindset. Le mindset, on l'a vu, le growth mindset, je ne vais pas revenir dessus. En 3, on fait une étude de marché. Ah ben tiens, je pense vouloir lancer, disons, un business de tableau blanc parce que le tableau blanc, je pense que les gens ne l'apprécient pas. OK, étude de marché. Est-ce qu'on va pouvoir poser des Google Forms, de nous faire des enquêtes pour venir challenger? Est-ce que les tableaux blancs, est-ce que vraiment j'estime qu'il y a un réel besoin ou bien c'est juste moi qui ai un souci avec les tableaux blancs? Parce que de nouveau, si votre tableau blanc, votre problématique de tableau blanc ne concerne que 10 personnes, ce n'est pas un business. Il vous faut un certain volume de clients qui expriment ce problème pour que finalement votre business puisse être viable. Et donc en 3, on va faire une étude de marché. Une fois qu'on a fait l'étude de marché, on passe à la 4, la promesse, ce qu'on appelle la Value Proposition, VP. Quelle est la proposition de valeur qu'on va leur offrir? Si ce tableau blanc, c'est un problème, comment est-ce que moi, je vais pouvoir vendre mon nouveau tableau blanc que moi, j'estime en fait être la solution à tous vos problèmes? Comment est-ce que je vais le vendre? Aujourd'hui, les meilleures entreprises, celles qui fonctionnent le mieux, sont les entreprises qui ne vendent pas un produit. Elles vendent une émotion. Nike, ils vendent la motivation. Okay? Disney, ils vendent du rêve, etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez un tableau blanc ou vous vendez plus qu'un tableau blanc? AB InBev, ils vendent de la bière. AB InBev, tout le monde connaît. Ils vendent de la bière. Ils brassent de la bière. AB InBev, leur mission, c'est de pouvoir en fait accroître le nombre de réseaux sociaux. Ils se vendent comme étant le premier réseau social. Alors pas comme Facebook, etc., mais en tout cas, physiquement, ils se disent que c'est eux qui créent du lien entre les gens. Ils brassent de la bière. Et ils vous vendent que c'est eux qui créent du lien entre les gens. Vous voyez un peu la différence? Et donc, quelle est justement votre promesse qui va pouvoir éclairer vos utilisateurs, vos clients, vos consommateurs? Une fois que vous avez cette promesse, on passe au prototypage qu'on a vu juste avant. En 6, super important, comment est-ce que vous allez vendre votre produit? Est-ce que vous allez vendre sous forme de licence? Vous allez vendre sous forme peut-être d'abonnement? Est-ce que vous allez vendre finalement peut-être juste un produit dans un magasin? Donc, quel prix vous allez faire pour vos clients? Et ça, c'est justement grâce à votre étude de marché et à vos personas que vous allez pouvoir comprendre en fait quel va être ce business model qui va fonctionner et qui vous amènera des résultats et qui correspondra à ce que les clients sont prêts à mettre pour acheter votre produit. Donc, en 6, le fameux BMC, le fameux business model aussi, donc le business model Canva, qui vous permettra de pouvoir arriver à définir aussi votre prix de vente. En 7, définir l'approche client. Donc j'en ai parlé tout à l'heure aussi, l'approche client avec ses différentes étapes, comment est-ce qu'on fait pour comprendre le parcours client et finalement bien se positionner pour que notre produit puisse être visible à chaque étape. En 8, le branding. Vous n'avez pas un bon logo, vous n'avez pas un bon nom d'entreprise, votre site n'est pas très attractif, ça va être compliqué aussi de pouvoir vendre votre produit ou votre service. Donc, comment vous allez pouvoir aligner votre branding avec votre mission, avec votre value proposition, avec tout ceci qui va faire que les gens vont se dire « Ah ben tiens, ouais, ça me dit quelque chose, je me rappelle de ce produit-là, on en avait parlé. Ah ben tiens, ouais, ça me parle, ça me plaît. » Aujourd'hui, les marques qui fonctionnent sont des marques justement qui vont avoir un branding qui est solide et qui fait la différence. En 9, le réseau. J'ai tout ça qui fonctionne, j'ai fait toutes ces 8 étapes, maintenant il faut que je commence à vendre, il faut que j'en parle, il faut que j'aille voir les gens, il faut que je les trouve, il faut que je poste, il faut peut-être que j'aille dans les événements, il faut que je serre des mains, il faut que j'ai des cartes de visite. Tout ça qui vous permettra de pouvoir justement avoir une plus grande envergure, une plus grande ampleur. En 10, le financement. Comment vous allez pouvoir lever des fonds? Donc tout ça c'est gratuit, c'est bien sympa, mais comment vous allez pouvoir finalement payer les différentes choses importantes dans la création de votre entreprise? Si c'est la création de produits, vous avez peut-être du manufacturing à devoir payer, c'est la création de produits à devoir payer. Comment vous allez faire pour pouvoir payer tout ça? Quel financement vous allez attirer? Financement public, crowdfunding, des financements chez des fonds d'investissement, chez des investisseurs, des business angels, etc. etc. Peut-être vous allez chercher les 3 F, donc family, friends, and normalement c'est fools, mais je vais plutôt les appeler fans. Comment vous allez faire pour arriver justement à trouver ces premiers financements, ces premiers euros, pour que vous puissiez vous rémunérer aussi assez rapidement? Parce que de nouveau, un business où vous ne vous rémunérez pas, vous allez pouvoir tenir peut-être, sauf si vous êtes la fille ou le fils de Bill Gates, peut-être que vous allez tenir quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais vous n'allez pas tenir non plus indéfiniment. Donc en 10, le financement. En 11, quel statut d'entreprise? Est-ce que c'est plutôt une ASBL, une SRL? Est-ce que c'est plutôt une boîte publique, une coopérative, etc., etc. Quel est le statut qui va correspondre à votre entreprise? Et en 12, la discipline. Comment vous allez faire pour justement faire en sorte de tenir sur le long terme? Quelles sont finalement ces étapes que vous allez pouvoir mettre en place qui vous permettront d'avoir cette discipline clé pour que vous puissiez tenir après 5 ans, après 7 ans, après 10 ans?
Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec ces méthodologies-là que j'ai appliquées, j'ai aujourd'hui donc ces 2 entreprises qui tournent. On a levé jusqu'à 500 000 € pour les 2 boîtes. Aujourd'hui, on a 1000 utilisateurs sur l'application. Avec Femmes Fières, on a pas mal de formations qu'on donne en Belgique, au Maroc, à Kinshasa. J'espère bientôt aussi à Dakar. Donc voilà, ça tourne, ça fonctionne. J'ai injecté 0 €. J'ai au départ mis 150 € pour enregistrer la boîte au niveau de la BCE. Et aujourd'hui, on a une équipe de 8 personnes sur Interskillar, on est 3 sur Femmes Fières et ça fonctionne. Donc j'espère en tout cas qu'avec cette méthodologie-là, avec ces différentes étapes, ça vous aura un petit peu ouvert l'esprit aussi sur comment vous pouvez faire pour éliminer toutes ces croyances en se disant j'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau, j'ai pas de compétences, et finalement faire en sorte de vous donner l'élan nécessaire pour que ça fonctionne. En tout cas, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a au moins une question pour Laïla? Oui, madame. Je te repasse le micro, Laïla. Merci. Merci, Laïla, pour la présentation. J'ai deux questions, mais je vais choisir une. Alors, tu as dit qu'aujourd'hui, on vend... Les entreprises qui réussissent... tu as dit que les entreprises qui réussissent, c'est ceux qui vendent de l'émotion plutôt qu'un produit. Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on a un produit tangible de vendre de l'émotion. Et quand on vend un service, c'est un peu plus compliqué. J'avais envie de savoir, en fait, si tu sais peut-être donner un exemple ou... Oui, comment on pourrait vendre de l'émotion avec un service? Femmes Fières, je fais de la formation. Je pourrais dire, je vends des formations. Non. Aujourd'hui, moi, j'outille les femmes qui ont cet esprit d'entreprendre. Et donc, en fait, par rapport à ce que je vais t'apporter, je ne vais pas te dire « je vais te vendre des formations ». Tu vas payer des formations. Non, tu vas payer un réseau, tu vas payer une communauté et tu vas payer des outils qui vont t'aider sur le long terme pour te rendre plus autonome. Et donc, ma tagline aujourd'hui est... alors, je ne l'ai plus de tête, mais je pense que c'est effectivement pour celles qui ont l'esprit d'entreprendre ou quelque chose comme ça. Et finalement, quand je vais sur mon site internet expliquer un petit peu ce que je vais te parler d'autonomisation des femmes. Je vends des outils qui te rendent plus autonome. Je ne vends pas une formation Google Drive ou une formation sur Canva. Je fais en sorte que tu puisses, toi, en fait, sur le long terme, te rendre plus autonome. Tu peux vendre du service de la consultance. Si je vends maintenant, disons, de la consultance en entreprise, je pourrais te dire, OK, je te vends une personne qui va pouvoir te répondre à telle problématique, que ce soit créer une database, que ce soit améliorer des process, etc. Non, je peux te dire aujourd'hui que grâce à ce capital humain que je vais t'apporter, tu vas pouvoir gagner en efficacité, en performance, et tu vas pouvoir aussi être beaucoup plus efficace et diminuer tes coûts. Et donc, je ne parle pas finalement du service en tant que tel que je vais te vendre. Je vais te parler de tous les bénéfices que tu vas pouvoir avoir. Donc, réfléchis aux bénéfices en fait, que tu apportes, à quel problème tu réponds. C'est pas finalement parce que de nouveau tu pourrais te dire aujourd'hui ok je fais du service, de la consultance, je vends des formations, mais finalement quel est le problème? Si moi demain en fait je me rends compte que les femmes n'ont peut-être pas besoin de formation, qu'elles ont peut-être besoin en fait d'avoir une plateforme sur laquelle se réseauter, ma tagline reste la même. J'outille. Est-ce que tu veux dire que c'est plus le problème auquel on répond, moins l'émotion qu'on crée autour du storytelling? L'émotion vient des problèmes. Ton émotion va venir autour des problèmes. Si moi, aujourd'hui, j'ai un problème, ça va me donner une émotion négative. Comment On pourra débattre après si tu veux. Mais en gros, voilà, tu vas avoir vraiment cette problématique, créer des émotions. Moi, aujourd'hui, une entreprise, pour qu'elle fonctionne, je vais devoir avoir une certaine performance, une certaine rentabilité. J'ai des problèmes que je dois résoudre au quotidien. Comment tu vas me décharger de ces problèmes pour que finalement, j'ai un big smile on my face? Et donc, tu vois, un problème ramène une opportunité, un bénéfice qui va finalement shifter ses émotions. Donc, quelle émotion tu vas vendre avec un service, tu peux tout à fait l'avoir. Aujourd'hui, je peux donner plein d'exemples si tu veux tout à l'heure, mais en tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, identifie les problèmes, identifie les bénéfices et comprends justement quelle est l'émotion. Est-ce que tu donnes du purpose aux gens? Est-ce que tu donnes de l'efficacité aux gens? Est-ce que tu donnes de l'optimisation aux gens? Enfin, tu vois, tout ça, finalement, ce sont des émotions qui nous permettront de pouvoir aussi avancer et pouvoir justement vendre quelque chose de beaucoup plus grand que juste « je te vends de consultants pour ta boîte ». Tu vois? Merci beaucoup. Merci. Laïla, elle est là encore, hein, je pense on va poursuivre la discussion tout à l'heure. Donc, pour la masterclass de M. Samuel Maté, ça sera à 13h30. On a eu 1 heure de retard. Donc, à 13h30, toutes les personnes qui se sont inscrites pour la masterclass, c'est la salle à côté. La masterclass, 13h30. La salle, elle est déjà prête.
Il est donc entrepreneur, investisseur, chroniqueur TV, passionné par le secteur des technologies de l'information depuis sa plus tendre enfance. Il est présent afin d'échanger avec nous sur les opportunités possibles dans les secteurs innovants comme celui de l'intelligence artificielle et de la crypto-monnaie. C'est le seul pour lequel, c'est vrai que le CV est long, mais il m'a donné la possibilité de raccourcir. Recevons donc Nicolas Ajax, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bon, évidemment, je n'aurai pas beaucoup de temps. J'imagine 20, 25, 20 ? Waouh. Bon, ça va être très challenging. Alors déjà qu'avec 25 minutes, je m'étais dit, j'aurais pas assez de temps pour aborder les deux sujets, crypto-monnaie et intelligence artificielle. Alors j'avais déjà décidé de me focaliser sur les cryptos, mais alors là, c'est 20, ça va être chaud. Mais bon, je fais au mieux, d'accord ? Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet différent de tout ce qui a été abordé jusqu'à maintenant. Un peu comme l'a dit Sonia, qui n'est plus là, mais de prendre le temps de parler, non pas de comment multiplier vos sources de revenus, qui sont les différents points qu'on a abordés aujourd'hui, comment faire en sorte que vous puissiez monter des business intéressants, comment faire en sorte pour structurer ces business. Mais il faut aussi parler d'une chose dont on ne parle pas souvent, c'est lorsqu'on a des revenus, comment les faire fructifier. Parce que gagner, c'est une chose, savoir conserver cet argent et le faire, fructifier, c'est complètement autre chose. Et dans notre communauté, le sujet de l'éducation financière est aux abonnés absents sur pas mal de points. Et donc, l'idée, c'est un peu de vous sensibiliser là-dessus et surtout de vous montrer les options d'investissement intéressantes sur le secteur des crypto-monnaies. Voilà, comme ça, vous voyez de quoi nous allons discuter. Du coup, je vais devoir faire vite. Donc, au niveau de l'introduction, je vais vous expliquer rapidement quelques principes de base pour pouvoir se concentrer sur quelles sont les options d'investissement auxquelles il faut penser de façon générale lorsqu'on veut, lorsqu'on a l'intention de faire fructifier ses revenus. Ensuite, sur base de ça, on va zoomer sur le sujet des crypto-monnaies. Et là, je vais parcourir avec vous les opportunités possibles dans cet écosystème et principalement vous dire, en fonction de votre niveau de connaissance en la matière, vers où je me dirigerais concrètement si j'étais à votre place. Et une fois qu'on a choisi la bonne crypto-monnaie qui nous intéresse, on va parler des stratégies d'investissement parce que vous verrez qu'il y a différentes façons d'investir. Et il faut quand même en avoir conscience parce que ça a un impact concret sur vos capitaux. Et on terminera par un aspect pratique, mais que, à mon avis, je vais faire uniquement sur les slides. Je comptais vous montrer en live, mais à mon avis, on n'aura pas le temps. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, le point le plus important, si c'est pour parler de vos finances, il faut commencer par parler de ce qu'on appelle les pots budgétaires. C'est un sujet qu'on sous-estime très souvent, mais être capable de se contrôler et contrôler ses finances pour les faire fructifier, ça commence par se mettre d'accord avec soi-même sur « Ok, j'ai des revenus, une partie de ces revenus vont me servir pour ma vie de tous les jours, mes dépenses du quotidien, mes loisirs et autres, mais quelle part je réserve à faire accroître mon patrimoine ?» Et ensuite, on discutera de comment je fais l'allocation de cet argent, sur quoi je répartis cet argent. Le contrôle de l'aspect budgétaire et donc définir ce qu'on appelle des pots budgétaires. Concrètement, ça peut être un compte d'épargne sur lequel je décide de dire ce compte d'épargne-là, je vais le dédier à tout ce qui est imprévu et je me donne un objectif. Je veux avoir au moins 3 000 € de côté sur ce compte d'épargne-là et un autre où je décide de dire que celui-là sera dédié à mes projets d'investissement. Et là, on va regarder quels sont les projets d'investissement qu'on peut faire. Et donc ça, c'est un mécanisme qui paraît très simple, mais croyez-moi, au quotidien, se forcer et se contrôler soi-même et gérer ses dépenses pour qu'on reste sur ce qu'on a défini, c'est pas si évident que ça. Donc on gagne énormément, c'est beaucoup plus simple, mais on a un revenu normal, il y a toujours les dépenses qui vont avec et qui sont toujours un peu liées au niveau de revenus qu'on a. Donc c'est quand même toujours un exercice qui n'est pas toujours évident. Alors, quelles sont les options d'investissement en général lorsqu'on s'est mis d'accord sur un pot budgétaire?
quelles sont les options d'investissement auxquelles on doit penser? Bon, il y en a une petite dizaine en réalité qui existent, mais il y en a principalement 4 sur lesquelles, clairement, je vous conseille, il faut y réfléchir. Si vous visez à accroître votre patrimoine, que ce soit pour vous, de votre vivant, ou pour les autres après vous, il n'est jamais trop tard. Il faut y penser maintenant. Et dans les options à votre disposition, vous avez d'abord l'épargne. Alors, bon, on a tendance à sous-estimer la force de l'épargne, mais croyez-moi, il faut toujours commencer par là. Ne jamais faire l'erreur de ne pas avoir un petit peu de cash de côté pour, on ne sait jamais, il peut vous arriver quelque chose, vous auriez peut-être besoin d'un peu d'argent pour un imprévu. Toujours y penser. Réfléchir à une épargne qui ne doit pas être mirobolante, mais toujours avoir cet argent sur un compte d'épargne. Du coup, vous n'avez pas le phénomène d'érosion naturelle liée à l'inflation. Du coup, ça se maintient tout seul, entre guillemets. Et ensuite, les autres points, c'est des grands classiques. Les actions, l'immobilier et surtout les crypto-monnaies sont d'autres options d'investissement auxquelles il faut penser. Alors en général, j'aime bien poser cette question parce que je fais souvent des conférences sur ces sujets-là. Et l'une des questions que j'aime bien poser, c'est qui ici a au moins 2 de ces options de cocher? Ah, je pensais beaucoup plus. Ok. Bon. Donc ça veut vraiment dire que j'ai du boulot là. J'ai vraiment du boulot. Parce qu'on considère que 2 de ces options, c'est le minimum qu'il faut atteindre pour qu'on considère qu'on est quelqu'un d'actif dans sa gestion patrimoniale. Ça veut dire que, oui, on vise vraiment à anticiper un avenir, que ce soit pour soi à court terme, sa retraite ou autre, ou pour la génération future, ses enfants ou autres conjoints et compagnie. Donc, ok. Alors, je vous encourage vraiment à écouter, parce qu'il y a beaucoup de monde ici qui ne le font pas, et ceux qui le font, on va compléter avec les autres options. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une option où, en général, il y a très peu de gens qui investissent dedans, et pourtant, je peux vous dire que vous faites une erreur. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez commencer par elle, celle des crypto-monnaies. C'est un secteur qui est très vague, qui a commencé d'abord par les puristes de la technologie. Moi-même, je suis de formation dans le secteur de l'informatique, donc je suis un passionné depuis toujours de tous ces trucs-là. Et dès que j'ai entendu parler de technologie blockchain, moi, ma réaction n'a pas été d'en acheter, j'ai été très bête, puisqu'il valait moins d'un dollar à l'époque. Et c'était surtout, moi, la passion de « mais c'est quoi ce code ? Comment ils ont réussi à faire ce truc ?» Et j'ai passé tout mon temps à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est là que je me suis rendu compte de la force des crypto-monnaies et des technologies blockchain de façon générale. Bon, aujourd'hui, on est passé, en tout cas comme moi je l'ai connu, de 65 cents, ouais, c'est ça, à aujourd'hui 77 000 $. Donc vous imaginez bien que c'est un secteur qui ne fait que monter. Chaque année, on prédit sa fin à chaque fois qu'on a moins 50% globalement sur la performance, mais il faut toujours relativiser. Parce que même les actions, il y a des actions qui chutent fortement. Apple, par exemple, a connu des grosses baisses, et pourtant, tout le monde sait que c'est une société très solide. Il y a d'autres fondamentaux qu'il faut regarder, on va un petit peu les creuser ici. Bon, alors, les options d'investissement qui sont là, je pense que vous les connaissez un peu tous. Donc, l'épargne, j'ai expliqué. Les actions, c'est l'art d'investir sur le marché financier et dans des entreprises cotées. Alors, je n'ai pas parlé des autres formes, mais les actions, pour moi, c'est déjà un point d'entrée important. Ensuite, l'immobilier. Alors, pour l'immobilier, on pense souvent à acheter sa maison. Acheter sa maison n'est pas un investissement. Acheter votre maison, c'est une forme indirecte d'investissement. Ça veut dire que vous comptez globalement sur ce qu'on appelle la plus-value. Si vous avez de la chance que le marché immobilier monte, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont acheté des maisons juste après la période Covid, à des prix qui explosaient et qui savent qu'aujourd'hui, s'ils la revendent, ils vont faire ce qu'on appelle une moins-value. Ah, ça arrive. Voilà. Donc, du coup, sa maison personnelle, ok, c'est une chose, ça permet de se mettre en sécurité et autres, mais le vrai investissement immobilier, c'est celui avec une certaine rentabilité locative, principalement,
qu'elles soient à courte durée, longue durée, voire ce qu'on appelle l'hybride, mais que je ne vais pas aborder ici. Ok? Pensez-y, parce que ça n'a rien à voir avec votre propre maison ou appartement. Ok? Donc, dès qu'on dit option d'investissement, on ne parle pas de ça. On parle vraiment pour générer des revenus. Et alors, les crypto-monnaies, c'est le sujet sur lequel on va discuter aujourd'hui. Alors, qui a déjà un peu effleuré ce sujet des crypto-monnaies ici? Et qui s'est déjà brûlé aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon. J'ai vraiment du travail, hein, décidément. Alors, les crypto-monnaies, c'est un monde assez vaste dans lequel il existe différents types, en fait, de crypto-monnaies. Et c'est important de comprendre dans quoi vous mettez les pieds avant d'y investir. Très souvent, il y a des spécialistes qui s'y connaissent et qui peuvent vous guider dans la démarche. Mais c'est toujours bien de comprendre un peu ce que vous faites. C'est un peu comme quelqu'un qui se lance dans l'investissement immobilier, qui est docteur, mais qui ne connaît rien dans un bâtiment, dans sa structure, dans ce genre de choses, une fenêtre, comment on la remplace, etc., mais qui a envie de se lancer dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à... Bon, attends, est-ce que le marché, il y a du monde? Est-ce que c'est bien comme bien? Comment je vais faire pour m'entourer de façon à valider si ce bien n'a pas une mérule ou des bêtises autres et variées dedans? C'est des choses importantes auxquelles il faut penser. Il faut connaître un petit peu ce secteur ou s'entourer de bonnes personnes pour vous guider. La plupart des personnes qui ont eu de gros soucis dans le secteur des crypto-monnaies sont malheureusement soit des personnes qui ont été victimes d'arnaques, et ça, malheureusement, ça existe. Ah, voilà, ça existe, donc je préfère vous le dire tout de suite. Ça existe. J'ai régulièrement des personnes qui me contactent pour que je leur dise « Tu penses quoi du projet X ou Y dans lequel il y a une super crypto-monnaie, elle va décoller ?» Ils m'ont dit « Ça va faire x100. » Je te le dis, ils m'ont garanti x100 et 3 000 € de revenus si je mets autant. Ah ouais, ok. On va regarder, c'est toujours intéressant de comprendre. Pourquoi pas, peut-être, hein, qu'ils ont une structure derrière extrêmement puissante qui leur permettent de faire ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet crypto qui a fourni des revenus sans effort. Aucun. Donc, tous les projets un peu miracles, adossés à des structures miraculeuses qui ont en général entre, allez, je dirais, moins de 5 ans, je les évite. Parce que comme justement Leïla le disait, la plupart des sociétés ne dépassent pas les 5 ans. Il y en a beaucoup qui font faillite pour tout un tas de raisons. Et ce qui compte, c'est le projet qu'il y a derrière et est-ce que ça répond réellement à un besoin. Donc la promesse qu'on vous fait, c'est la vente d'un rêve, mais derrière ce rêve, est-ce que réellement il y a un projet, des clients et des personnes qui vont être intéressées? C'est ça la base. Du coup, pour naviguer dans cet écosystème, il faut comprendre un peu ce qui est derrière. Là. Donc en fait, il faut savoir qu'il existe donc du coup 5 grandes catégories de crypto-monnaies. La plus connue d'entre elles, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin est totalement à part de tout ce qui existe. Il faut le savoir. Sur un plan purement technique, ça n'a strictement rien à voir avec toutes les autres crypto-monnaies qui existent. Je ne vais pas rentrer dans l'explication parce que sinon on va me mettre dehors, mais c'est important de comprendre que l'objectif du Bitcoin, c'est de proposer une valeur ajoutée qui n'existait pas sur le marché. C'est d'être ce qu'on appelle la première réserve de valeur numérique. En gros, souvent on dit l'or numérique. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire encore d'or numérique? N'importe quoi. Vraiment, ils savent inventer des concepts. C'est un concept financier qu'on en discutera après, si vous êtes intéressé pour le comprendre. Mais il faut savoir que les grands financiers de ce monde ont besoin de faire ce qu'on appelle de la gestion de risque. Ça veut dire lorsqu'ils décident de mettre de l'argent dans quelque chose, souvent dans les crédits, à destination de vous, eh ben, ce crédit, en réalité, ils ne vous le donnent pas comme vous le pensez, simplement parce qu'ils vous aiment bien ou qu'ils ont soi-disant évalué votre risque. En fait, votre risque, ils couvrent ce risque à travers des sociétés de réassurance et autres. Là intervient ce qu'on appelle la réserve de valeur. Et vous verrez que le Bitcoin a de plus en plus un rôle à jouer là-dedans, au niveau de ce qu'on appelle les gros joueurs du marché. Et c'est souvent les banques ou les grands organismes financiers qui sont intéressés par ce genre de choses.
Alors, il existe aussi ce qu'on appelle des stablecoins. Donc, eux, l'objectif, c'est assez simple. C'est d'être des crypto-monnaies dont la valeur ne bouge jamais. C'est un peu comme l'euro. Alors, on pourrait dire, oui, mais attends, comment tu fais pour avoir une crypto qui ne bouge pas? Bon, la mécanique est relativement simple. Hein. Si vous donnez 1 euro pour acheter une crypto-monnaie qui dit s'appeler l'euro numérique, eh bien, ce 1 euro que vous allez donner, on va vraiment le mettre sur un compte bancaire, réellement. Ce qui fait que toute personne qui achète le même euro numérique pourra réellement récupérer, dire, voilà, j'ai donné 1 euro, et si on vend, alors je peux vraiment récupérer 1 euro sur mon compte. C'est ça qui garantit une valeur certaine à cette crypto-monnaie, et ils peuvent afficher fièrement, ben, ça vaut 1 euro. Alors vous allez me dire, mais comment ils gagnent de l'argent? Ils se mettent toujours des frais de transaction. Hein. Dans les échanges, c'est minime, c'est microscopique. Au lieu de payer 1 euro, vous allez payer 1 euro 001. Mais ce 001 fois une dizaine de millions de transactions, croyez-moi, ils sont contents. C'est ça tout le business model des stablecoins. Mais ça a un intérêt aussi de pouvoir se dire, bah, des fois je suis intéressé par la volatilité, des fois pas. Et je veux toujours rester dans l'écosystème crypto. Alors il existe ce qu'on appelle aussi les cryptos ou tokens d'écosystème. Alors ceux-là sont les plus dangereux. Et ils sont les plus dangereux, pourquoi? Parce qu'il existe... en fait, l'idée, c'est de dire, je vais créer une crypto-monnaie qui est adossée à un projet d'entreprise ou à ce qu'on va appeler une idée. J'ai envie de créer la crypto-monnaie qui va unir l'Afrique. Je la fais. Elle va s'appeler YouAfrica. Et YouAfrica, je vous la vends à $200 l'unité. Et le projet derrière, c'est d'investir dans des structures de route où on va faire payer un péage aux gens. Vous allez y croire ou pas y croire. Ceux qui vont y croire vont payer les $200. Moi, je vais vraiment récupérer les $200 que vous avez payés. Mais est-ce que je vais vraiment utiliser cet argent pour faire ce que je vous ai dit? Ça, c'est autre chose. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui ont fait ce qu'on appelle une phase de levée de fonds et qui, malheureusement, n'étant pas avec une structure, je veux dire, d'entreprise et dans des pays où ils sont contrôlés et audités, bah, du coup, bah, en fait, en réalité, vous avez juste envoyé sur le compte de quelqu'un de l'argent, en fait. Hein. Donc, il fait ce qu'il veut avec. Donc, au final, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est pas tant le projet. Parce que vous n'avez pas été bête de dire, mais oui, je veux faire un truc dans cette direction-là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est, OK, comment tu vas le faire? Explique-moi concrètement, et qu'est-ce qui me dit que tu me dis que tu vas faire sera réellement fait? Qui va te surveiller? Dans toute société, il y a toujours des organes de contrôle. Toujours. Que ce soit une banque qui va vérifier que les financements qu'ils vous donnent sont bien utilisés, ou un conseil d'administration qui est en charge de faire ce genre de choses. Donc retenez, les tokens d'écosystème, pour quelqu'un qui débute, ce n'est pas le sujet du jour, mais je vous le déconseille fortement. Alors, il existe aussi ce qu'on appelle les altcoins. Bon, en gros, c'est des bitcoins donc, qui essaient de créer de la valeur par rapport à d'autres matières, que ce soit l'or ou d'autres choses, ou technologiquement parlant, ils apportent une vraie plus-value sur un plan technique par rapport à la technologie blockchain qu'ils proposent. Eh bien, ces projets-là, il en existe, je pense, plus de 6000 aujourd'hui, qui sont proposés sur le marché. Je vous le déconseille aussi, même s'il y a des belles opportunités dedans, mais je vous le déconseille aussi. Et il existe ce qu'on appelle les certificats numériques, alias les NFT. Vous avez beaucoup entendu parler de ça il y a quelques temps, non? Bon, eh ben, les NFT qui étaient souvent modélisés sous forme d'art numérique, parce qu'en réalité, il faut comprendre que ce concept, c'est en fait un certificat. L'intérêt de ce certificat, c'est qu'il est inviolable et il vous permet de garantir une chose, c'est que, par exemple, tout objet, n'importe quel objet numérique, une photo, une vidéo, un fichier, tout ce que vous voulez qui peut être sous format numérique, est réellement celui qu'il dit être, et vous pouvez même y inclure le propriétaire, le créateur, etc., etc. Donc ça a un avantage énorme, ce genre de choses, c'est on peut créer un fichier qui représente votre identité. Ah tiens, carte d'identité alors. Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Votre nom, votre prénom peut évoluer, votre adresse peut bouger, beaucoup de choses peuvent évoluer, mais on garantira toujours via le certificat adossé au fichier que c'est vous. Concept intéressant, utilisé par exemple pour des bureaux de vote virtuels aujourd'hui aux États-Unis, ou ce genre de choses. Donc, c'est d'abord une technologie, les NFT. Investir dedans, aujourd'hui, et d'ailleurs avant, je le disais déjà, je ne vous le conseille pas.
Ça, c'est le résumé très rapide de l'écosystème crypto. J'ai volontairement éliminé d'autres types, un peu moins visibles, tout ce qui est lié à ce qu'on appelle le gaming. Il y a aussi des cryptos adossés à l'intelligence artificielle. J'ai un peu éliminé tout ça pour ne pas se concentrer dessus aujourd'hui. Oui. Ah, bon. Et du coup, par rapport à ça, aujourd'hui, quelqu'un qui démarre, qui n'y connaît rien ou qui n'est pas un spécialiste, il ne faut pas réfléchir midi à 14h. Je sais que c'est tentant hein, de viser x100, x1000, fois... Waouh, il m'a dit que ça va faire un truc de fou. Évitez complètement. Aujourd'hui, vous allez naviguer dans un monde où il y a des requins partout. Et croyez-moi, vous perdez votre temps et votre argent si vous faites ça. Donc, il faut commencer par quelque chose de simple. Lorsque vous saurez, vous allez maîtriser le fait d'acheter. Ah, je vais essayer de vendre pour voir ce truc qui marche vraiment. Je vais voir si ça arrive vraiment sur mon compte. Ah, je vais peut-être tenter d'en acheter peut-être encore un peu plus. Ah, oui, on peut encore en acheter. Ok, mais c'est pas si compliqué que ça, en fait, ce machin de crypto-là. Oh, moi qui pensais que c'était si dur que ça n'est pas tant que ça. Tout comme quelqu'un qui s'intéresse au secteur de l'investissement locatif, de loin, lorsqu'on n'a jamais fait, on se dit, pouf, c'est pas pour moi. C'est pas si compliqué que ça. Croyez-moi, acheter un bien, c'est acheter un bien. Le mettre en location, c'est simplement trouver quelqu'un. Et très souvent, c'est les gens qui veulent entrer. Vous n'avez même pas vraiment besoin de chercher. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Ce secteur-là, lui aussi. Tu peux passer ? Alors, une fois que vous avez choisi quelle crypto-monnaie vous voulez, même si moi je vous ai dit ce que je ferais à votre place, il y a maintenant à savoir, ok, c'est bien gentil, mais comment je fais pour... C'est quoi ma stratégie concrètement pour faire grandir, je dirais, ce nouveau patrimoine en crypto-monnaie dans lequel je suis en train d'investir? C'est ce qu'on appelle la stratégie d'investissement. Alors, bon, j'ai limité les 3 stratégies d'investissement souvent utilisées dans le secteur des crypto-monnaies. Bon, c'est des thèmes un peu barbares, mais bon, ils s'expliquent assez simplement. La plus connue des stratégies d'investissement, en tout cas qui a le plus de succès, c'est ce qu'on appelle la DCA. Donc ça veut dire, Dollar Cost Averaging. Et en fait, cette stratégie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, en fait, c'est l'art de se dire, bon, vous vous souvenez l'histoire des pots budgétaires dont je vous avais parlé là, au tout début ? Ben, c'est l'art de se dire, je vais définir un pot budgétaire dédié à ces machins crypto bidules là, et je vais dire que je mets 50 € chaque mois dans des cryptos. Le fait de se tenir à ce 50 €, quelle que soit la valeur du bitcoin ou de la crypto à l'instant où vous l'achetez, c'est ça une DCA. Parce qu'en fait, il faut comprendre que cette stratégie d'investissement, elle n'est pas là, elle s'adresse plus à des personnes qui se disent, bon, j'ai pas beaucoup de moyens, ou j'en ai beaucoup, mais je veux beaucoup de crypto, et ça m'intéresse pas en fait le prix de la crypto au moment où je l'achète, parce que moi, mon investissement, il est sur 10, 15 ou 20 ans. Voire, c'est même pas pour moi que je le fais vraiment. En fait, j'attends une retraite, ou en fait, c'est mon plan d'épargne retraite à moi. Et en réalité, aujourd'hui, j'en ai pas forcément besoin pour une maison ou pour manger au quotidien. Et la DCA est super intéressante dans le fait que des actifs comme les crypto-monnaies, et surtout le Bitcoin en particulier, ont démontré d'année en année leur capacité à monter. Donc si vous le regardez de semaine en semaine, voire de jour en jour, croyez-moi, vous allez avoir des crises cardiaques. Hein, parce qu'il y a des jours où on peut avoir du moins 30%. Imaginez moins 30% sur votre salaire. Réfléchissez 2 secondes. Ça peut faire mal, hein ? Un mois, on vous paye votre salaire, le mois d'après, moins 30, le mois d'après, peut-être plus 30. Donc, c'est quand même délicat comme situation. Et l'idée du DCA, c'est ça, d'investir de façon régulière. La deuxième stratégie d'investissement classique, c'est le trading. Bon, le trading, je ne vais pas rentrer dedans. C'est un domaine que j'aime beaucoup, mais bon, qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est l'art d'identifier les bons moments pour rentrer sur une valeur, en général pendant une journée, faire beaucoup de transactions sur la même journée, de telle façon à gagner en fait sur le nombre de transactions et la petite plus-value qu'on gagne sur chaque transaction.
C'est un peu comme, vous vous souvenez des stablecoins que je vous avais expliqué? Leur business model n'est pas de gagner sur la valeur du stablecoin, puisqu'il est stable. Leur business model, c'est gagner les 0,01 là, qui vont faire fois 1 million. C'est ça le trading. C'est la même chose. Sauf que là, on parie à la hausse ou à la baisse sur des cryptos. Et on est tellement nombreux à faire ces paris, ben certains gagnent, d'autres perdent. Donc c'est une capacité d'anticiper le marché, etc., etc. Donc le trading, franchement, c'est une stratégie qui est très, très connue, mais en tout cas très utilisée, mais honnêtement, je vous la déconseille. Par contre, ce qu'on appelle le long pool ou le holding, ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui ne veulent même pas rentrer dans des trucs, j'achète tout le temps des cryptos, ou même régulièrement, qui se disent, c'est quoi? Moi, j'ai réellement un héritage ou quelque chose. Je suis intéressé par ce secteur, mais je n'ai pas envie de savoir beaucoup plus dessus. L'idée, c'est de dire, j'achète, je mets ça de côté, j'oublie cette histoire et je reviens dans... En fait, c'est ce qu'on appelle la conservation à long terme. Donc, j'achète, j'oublie, je reviens dans 1 an, 2 ans. On va voir où ça en est. Et j'ai plusieurs exemples de personnes qui ont fait l'expérience. C'est très agréable de revenir dans 2 ans et voir où ça en est. En général, les gens réagissent lorsqu'ils entendent aux nouvelles « Oh, on dirait que le Bitcoin a atteint un niveau de fou. » Là, ils se disent « Oula, bon, je vais aller regarder. Parce que peut-être que j'ai gagné un truc. » Et lorsqu'ils voient les résultats, ils se disent « Ah, pas mal. » Donc, ça dépend un peu de tout un chacun. Mais je vous conseille vivement de choisir entre la DCA et la holding quand on démarre. Après, quand vous êtes beaucoup plus à l'aise, que vous vous sentez capable de sentir les tendances du marché, eh ben, vous venez m'en parler, hein, ça m'intéresse. Et le trading sera l'option intéressante à aborder. Mais en tout cas, réfléchissez-y, mais je vous indique déjà clairement ce sur quoi vous devriez vous positionner en termes de stratégie d'investissement. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret, parce que je suis en train de dépasser le timing, je parie. Ah ben oui. Du coup, parlons un peu comment réellement acheter. Bon, normalement, il y a une petite partie plus pratique, mais je vais faire assez vite. La première chose, il faut savoir que l'achat et la vente de crypto-monnaies est aujourd'hui totalement réglementé. Donc, contrairement à ce qu'on pense, il existe des listes précises, quels sont les sites fiables qui ont autorité pour pouvoir vendre et acheter. Et en plus, ce qu'elles vendent comme crypto-monnaie doit être aussi contrôlé. Donc, elles sont quelque part responsables de ce qu'elles proposent. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et toutes ces plateformes ont la même structure, les mêmes étapes qu'elles proposent, mais les 3 plus grosses du marché sont assez connues. Donc, comme je ne peux pas en citer qu'une, donc je vais les citer toutes. Les 3 plus grosses, donc il y a Binance, donc, qui est vraiment la plateforme la plus connue au monde. Elle brasse quelques milliards par jour d'échanges de crypto-monnaies. Ensuite, vous avez Coinbase, qui est extrêmement aussi connue. Et l'une des dernières s'appelle Kraken. Toutes ces plateformes-là sont des plateformes autorisées et légales. Derrière, elles font toutes la même chose. Pour pouvoir acheter votre premier Bitcoin, il faut d'abord créer un compte. Une adresse email vous suffit. Et sur base de ça, ils vont vous envoyer un lien pour vérifier que l'email est bien à vous. Et ensuite, ils vont vous demander est-ce que tu peux m'assurer que tu es bien la personne que tu dis être? Donc, ils vont faire ce qu'on appelle la vérification d'identité. Et donc, vous devrez partager des documents comme une banque, quoi. Carte d'identité, votre lieu de résidence, des exemples de factures. Ils vont même aller vérifier dans les différentes banques d'information européennes si vous existez ou pas, ou aux États-Unis qui proposent la même chose. Bref, ça dépend où est stockée votre identité. Et une fois que vous avez passé l'étape de vérification d'identité, là, vous allez arriver enfin sur un écran qui vous permet d'acheter. Et vous verrez que, par exemple, si vous prenez... il y a une plateforme que j'aime beaucoup, tu peux juste... Voilà, moi je conseille toujours de prendre des plateformes comme celle-ci. Celle-ci s'appelle... je ne sais plus si c'est Coinbase ou Coinhouse que j'ai mis là, bref. En tout cas, c'est des plateformes qui sont dédiées aux personnes qui n'y connaissent rien en crypto. Moi, par exemple, ce genre de truc, j'aime pas, parce que moi, c'est à la journée que j'aime bien faire des trucs, et là, ça ne me permet pas de faire les choses un peu compliquées que j'ai envie de faire. Ici, c'est très simple. Je veux juste acheter et je veux vendre. C'est pas plus compliqué que ça. Et l'objectif de ce genre de plateforme, c'est de vous présenter votre nouvelle réserve de valeur, donc en crypto,
comme si c'était une simple application bancaire. Donc si vous avez utilisé une application bancaire, vous saurez utiliser ce genre d'application globalement de la même façon, puisqu'elle vous permet d'acheter. Elles sont en plus, par exemple celle-ci, elle est directement liée avec votre application bancaire. Donc ça veut dire que lorsque vous lui dites « je veux acheter une crypto », elle va détecter que votre application bancaire est installée sur votre téléphone et elle va elle-même vous dire « tu veux l'acheter avec, je sais pas moi, tu es chez Belfius, pour parler belge. Tu es chez Belfius, j'ai vu que tu as l'application, ben, si tu veux, je l'ouvre automatiquement et tu valides la transaction directement sur ton mobile et automatiquement, la crypto va se retrouver sur votre compte, ici, là, sous forme de synthèse de ce que vous possédez en euros. Oui. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut démarrer. Et vous verrez que vous pouvez aussi vendre. Donc vous avez la possibilité de vendre, vous avez la possibilité d'échanger vos cryptos si vous voulez passer de Bitcoin à autre chose. Ce genre de petite plateforme, c'est super simple à utiliser. Sauf si vous ne savez pas utiliser une application bancaire, là, à ce moment-là, c'est un autre souci. Mais si vous êtes à l'aise avec l'application bancaire, ça, facile. OK ? Bon, alors, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, hein, et j'ai déjà dépassé, mais je voulais au moins que vous puissiez voir ça. C'est important de comprendre, gagner de l'argent, c'est une chose, mais faire fructifier, c'est aussi très important. Et c'est un tout autre business. Donc voilà, merci pour votre temps. Merci beaucoup, Nicolas. C'était très instructif. Je vais prendre une question et après, on va conclure avec Samia. S'il n'y a pas de questions, si tout est clair. Oui. C'est juste pour savoir, est-ce que... On a bien compris que vous faites du trading, mais est-ce que vous faites un peu d'accompagnement pour les nuls, on va dire ça comme ça? Bon, tu as 30 secondes pour répondre, Nicolas. 30 secondes. Alors, vous m'entendez jusqu'à ? Sinon, je vous laisse poursuivre la discussion. Mais tu as 30 secondes pour répondre. Oui. Alors oui, je fais aussi de l'accompagnement pour permettre justement à des clients de faire les bons choix parce que bon, c'est un écosystème assez compliqué. Et ouais, on s'amuse bien. On s'amuse bien. En fait, très souvent, ce qui plaît aux gens, c'est de ne plus s'occuper de ça, en fait. Parce que ça monte et ça descend tellement que c'est un métier comme un autre, quoi. Si on n'est pas à l'aise avec le fait de voir son argent qui passe de 500 € à 100 €, vaut mieux laisser ça à quelqu'un. Si vous êtes capable de ne pas bien dormir, si vous voyez ce genre de choses, tandis que l'autre vous dit, mais t'inquiète pas, tu sais, on va arriver, hein, t'inquiète pas. Ah, t'inquiète pas, les gars, il est passé de 500 à 100, là, qu'est-ce que tu me racontes? Donc ça, voilà, c'est comme le secteur de la banque avec ceux qui proposent des produits ultra compliqués, c'est tout un métier. Il faut juste s'y connaître, mais oui, pour répondre à ta question. Merci beaucoup. Bon, c'est clair. Alors, on va conclure pour cette première matinée. Bon, c'est vrai qu'il est 13h. Avec Samia Batouche. Samia est manager de l'agence Microstat à Bruxelles. Elle a travaillé depuis 2019 au sein de cette entreprise-là comme chargée d'accueil. Ça a forgé dans sa conviction de donner à tous et à toute la possibilité d'entreprendre. Elle est ravie et enthousiaste de continuer de travailler avec Microstat en tant que conseiller aux côtés des porteurs de projets afin de concrétiser leurs ambitions. Merci de recevoir Samia Batouche. Merci à tous et à toutes. J'espère que vous avez encore l'énergie, la concentration. Je vous promets que je ne vais pas prendre beaucoup de temps et je vais essayer de maintenir ça. Donc le but ici, c'est de voir avec vous comment financer mon entreprise. Avant toute chose, je vais vous présenter Microstart. Donc Microstart, c'est une institution de microfinance. Je voulais bien passer. Donc c'est une institution de microfinance. On a une finalité donc sociale et on promeut surtout l'entrepreneuriat inclusif. Comme ça ? Ok, j'ai pas l'habitude, ça se voit.
malheureusement. Donc, avant toute chose, avant de chercher un financement, il faut absolument que vous ayez mis en place, un plan financier. C'est très important, ça a l'air comme ça anodin pour certaines personnes. Il faut savoir que moi, je me charge aussi des demandes de crédit et je vois pas mal de personnes qui défilent et qui viennent avec un projet. Et c'est la plupart du temps, c'est des personnes qui ne sont pas préparées. Et donc, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, il faut absolument bien préparé via la constitution d'un plan financier. Donc ce plan financier, que ce soit si vous venez vers MicroStart ou vers une banque classique, il faut absolument savoir donc chiffrer votre activité, donc déterminer tous vos charges fixes et aussi tous vos revenus, donc toutes les rentrées. C'est très important pour un banquier de savoir si vous connaissez vos chiffres, parce que c'est primordial, sinon on ne regardera même pas, on ne va pas poursuivre votre demande de crédit, parce que ça reste la base. Il faut savoir chiffrer votre activité et dedans, il faut intégrer un plan d'investissement. Le plan d'investissement, c'est une part très, très, très importante du plan financier. Il faut savoir, par exemple, nous, on a des personnes qui viennent et souvent ils me demandent, moi j'ai besoin d'un crédit de 25 000 euros. Mais oui, mais pour financer quoi exactement? Donc ça, en général, ils ne savent pas. Ils savent juste qu'ils ont besoin, parce que c'est le maximum on peut aller, c'est 25 000 euros. Donc souvent, ils demandent un maximum de 25 000 euros. Nous, on ne va pas plus loin parce que notre comité de crédit, parce que nos demandes de financement passent par un comité de crédit. Et notre comité de crédit, c'est valable pour les autres institutions bancaires aussi. Hein. Donc, si on voit que le besoin n'est pas justifié, n'est pas chiffré, à ce moment-là, on ne peut pas aller plus loin. Donc, le plan d'investissement est très important. C'est là que vous vous déterminez vos besoins, soit en matériel, soit en ressources humaines. Donc, vous dites, voilà, j'ai autant de salariés, donc je vais avoir besoin d'autant pour les rémunérer. Donc, moins surtout sur les 3 premières années. C'est ça sur quoi s'étale un plan financier. Et aussi, démontrer si vous avez des fonds propres, de dire voilà, moi j'investis dans mon projet autant, où j'ai des garanties, et j'aurai besoin d'un complément, soit en crédit chez la banque, de temps pour complémenter le total de l'investissement dans mon projet. Donc en fait, il faut que tous les coûts aient une ressource de revenus, de financement. D'accord ? Donc ce plan plan financier, franchement, il faut vraiment prendre le temps de vraiment bien le compléter avant d'introduire une demande de crédit, donc, quelle que soit l'institution financière. C'est la base. Et c'est très important. Et donc après, il y a aussi le pitch. Ça, il faut un entrepreneur, il faut qu'il soit déterminé, motivé, qu'il démontre aussi que son projet vaut la peine qu'on investisse dedans. Ça, c'est... Moi, j'ai devant moi des personnes, des porteurs de projets. OK, le projet, peut-être il est viable, mais il manquerait cette motivation, cet optimisme pour dire, allez, croyez en moi, en mon projet. Donc, il faut aussi arriver à capter, fédérer autour de votre projet. Ça, c'est très important. Donc, si vous voulez bien passer. Donc, en général, les solutions de financement, je pense que vous les connaissez. Donc, il y a évidemment les financements classiques, donc auprès de votre banque. Donc, à ce moment-là, vous aurez soit droit à un crédit professionnel ou un crédit de caisse. Un crédit de caisse, je vais peut-être pour aller plus rapidement. Donc, un crédit professionnel, ça reste un crédit classique où vous payerez des intérêts, mais à la banque, comme toutes les banques classiques, demanderont évidemment d'avoir des garanties. Soit vous avez un apport propre, soit vos parents qui vous soutiennent. Voilà. Donc,
Ça, c'est pour les crédits professionnels. Après, vous avez aussi des crédits de caisse. Là, c'est un compte en rouge. C'est, par exemple, souvent, c'est des... allez, je vais prendre un bête exemple. Peut-être un consultant qui travaille sur un projet et donc il n'est pas payé tout de suite. Il est payé plus tard. Donc, à ce moment-là, il aura besoin d'un crédit de caisse, juste le temps de recevoir cet argent. Alors, il y a aussi des financements alternatifs, parce qu'il faut savoir que la banque ne suit pas tout le monde, tous les projets, surtout les starters. Les personnes qui commencent un projet, souvent les banques n'y vont pas, parce qu'ils ont besoin de garanties, encore une fois. Donc souvent, ils demandent des bilans comptables les 3 dernières années pour voir que le projet est viable, et donc ils peuvent se permettre de vous financer parce que c'est un projet sans risque, parce qu'ils ont vu via vos bilans comptables que l'activité est viable, donc ils vont aller facilement. Si jamais la banque ne vous suit pas, à ce moment-là, il y a aussi d'autres financements alternatifs, comme le financement public. Il y a aussi les subsides et les primes, il y a le crowdfunding, il y a le microfinance comme MicroStart. On va aller peut-être... Donc, tout ce qui est financement public, vous avez des structures comme Bruxelles, donc Finance et Invest Brussels. Franchement, je pense que les gens ne le connaissent pas vraiment, mais vous avez la possibilité d'avoir des crédits. Je pense qu'eux, par contre, ils vont jusqu'à 100 000 €, donc n'hésitez pas à les contacter. Mais encore une fois, il faut vraiment que votre plan financier, business plan, soit bien ficelé. C'est très important. Il y a aussi, dans la région wallonne, si vous êtes en Wallonie, il y a Wallonie Entreprendre qui serait aussi partant pour vous financer, éventuellement. Il y a également des subsides et des primes. Donc, donc peut-être je vais aller dans les détails. Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez les primes indépendantes, la mesure tremplin. C'est des subsides et des primes qui existent. Donc pour la prime indépendante, c'est une prime de 4 000 € octroyée par la région de Bruxelles. Donc pour tout indépendant qui souhaite démarrer en tant qu'indépendant, vous avez droit à 4 000 € ici dans la région de Bruxelles. Et en Wallonie Entreprendre, je pense que ça s'appelle le plan Airback. Là, c'est 12 000 €. Ils vont jusqu'à 12 000 €. Donc, ça vaut la peine pour les personnes qui commencent de demander, de voir les primes existantes dans chaque région. Comme la Belgique, elle est compliquée. Donc, il faut aller voir pour chaque région ce que vous aurez droit. Oui. Mais par contre, il y a la mesure tremplin où là, c'est fédéral. Donc, c'est valable partout en Belgique. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous touchez le chômage, vous avez le droit de conserver votre chômage durant 1 an tout en vous lançant en tant qu'indépendant. Donc, c'est toujours bien de l'avoir si dans le cas où vous hésitez à vous lancer. Alors, j'ai anticipé, donc on a déjà parlé de ces primes. Après, vous avez une autre solution de financement. Il y a le crowdfunding. Ça, c'est si jamais vous voulez. Ça plutôt, c'est un financement complémentaire. Et aussi, c'est un moyen de faire connaître votre activité. C'est de mettre sur des plateformes où là, c'est un financement participatif. Donc, vous mettez votre produit, vous faites un appel à un financement. Pardon, je me cogne sur le petit immeuble. Si vous voulez bien. Et donc, après, vous avez les microfinances. Nous, on intervient, donc MicroStart, c'est des microcrédits. Il y a aussi Credal, je ne sais pas si vous connaissez Credal, qui a aussi la possibilité de vous octroyer des crédits. Donc nous, on va jusqu'à 25 000 €. Et nous, on est une solution alternative aux banques parce que nous, on demande moins de garanties, on est moins exigeant, si j'ai envie de dire, moins exigeant que les banques. Alors, donc, c'est une des personnes qu'on a déjà financées via MicroStart. Donc, il faut savoir que Diego il s'est présenté chez MicroStart parce qu'il a eu plusieurs
refus bancaire, malheureusement. Et donc, il a frappé la porte de Microstart et on a pu le financer. Et il a lancé son entreprise à Charleroi. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous, on fait? Donc, on propose des financements et aussi l'accompagnement. Notre accompagnement est gratuit, donc ce qui nous fait que nous, on fait des microcrédits accompagnés. Vous voulez passer au stock? Donc, on existe depuis 2011 et depuis 2011, on a octroyé donc, des microcrédits accompagnés donc, à plus de 5000 personnes. Alors, nos microcrédits, les montants vont de 500 à 15 000 euros pour les personnes qui démarrent l'activité. Et on peut aller jusqu'à 25 000 euros si vous êtes en activité plus d'un an. Les frais de dossier sont de 5%. Le taux d'intérêt, donc, il est à partir de 11,13. Ça fait toujours cet effet quand je l'annonce. Donc, je suis habituée. Oui. Il faut savoir que c'est pour ça que je dis, avant d'introduire une demande de crédit, c'est de voir si votre besoin de financement ou la demande de crédit vaut la peine. Est-ce que cet investissement, vous allez avoir un retour sur investissement? Si ça vaut la peine, à ce moment-là, le taux d'intérêt, il n'y aura pas beaucoup d'impact. D'accord? Mais il faut s'assurer que vous allez avoir un retour sur investissement quoi qu'il arrive, même si ça vous coûte, je ne sais pas, 20%, il faut s'assurer que le retour sur investissement soit fait. Après, nous comme je l'ai dit, on reste une solution alternative. Si vous pouvez aller à votre banque et c'est moins cher, nous, on va vous diriger en premier lieu vers votre banque. C'est pas que parce que vous venez chez Microstart, on va vous dire ah non, nous, on va essayer d'étudier votre projet, voir votre situation. Si vous êtes éligible auprès de votre banque, à ce moment-là, on ne va pas hésiter à vous diriger votre banque ou à Bruxelles Finance ou Crédal ou n'importe quelle autre banque. Nous, notre intérêt, c'est que vous trouvez une solution de financement. Ça va? Alors, le remboursement, on peut aller jusqu'à 60 mois, donc 5 ans. Et on a financé donc 7000 personnes. Donc, la différence entre les deux chiffres, c'est que le premier, on a accompagné et financé. Ici, c'est uniquement financement. Alors, nos microcrédits, c'est à destination pour tous les besoins, soit liquidité, soit stock, soit véhicule, soit les travaux. On finance de tout, du moment que c'est un rapport avec votre projet, évidemment. Et on finance tout secteur d'activité, du moment que ça reste légal, si j'ai envie de dire comme ça. Voilà. Alors, au niveau de l'accompagnement, donc notre accompagnement est gratuit. On peut vous aider à l'élaboration du business plan financier. Donc, c'est un accompagnement avant démarrage et après démarrage. On a aussi des formations collectives. Là, c'est des formations collectives où là, vous avez la possibilité, avec le coach, de préparer et structurer votre projet. Voilà. Alors, nos porteurs du projet, concernant les conditions, il faut qu'ils soient domiciliés en Belgique, inscrits à la BNP, donc, et que la faillite soit intérieure, pas d'exclusion. Donc, si vous avez une faillite, c'est pas grave, mais il faut que la faillite soit passée, clôturée. D'accord? Donc, les revenus, par contre, il faut qu'ils soient générés en Belgique. Donc, on peut financer votre projet du moment que les revenus sont générés en Belgique. Nous, on n'a pas besoin d'une garantie, on va dire, physique. Donc, aucune propriété ou contribution propre n'est requise. Donc, on ne demandera pas de fonds propres ou quoi que ce soit. Par contre, on demande un garant.
Ah oui, je l'ai mis. Donc, on demandera un garant. Donc, c'est une personne qui se porte garant sur la moitié de la somme demandée. Donc, le rôle à lui ou à elle, c'est de payer la mensualité dans le cas où vous ne payez pas. Donc, il faut croire votre projet. Il faut s'assurer que votre projet est viable. Du moment que vous avez ces deux éléments, votre garant en soi, il ne va pas intervenir si tout se passe bien. Ça va? On est bien. Alors, au niveau des conditions, donc l'entreprise, soit existante ou en phase de lancement, comme j'ai expliqué, on finance tout type de statut d'indépendant, tout statut juridique, tout type de besoin et aussi tout type de secteur, du moment que ça reste évidemment légal. C'est un exemple de personne qu'on a financée, c'est Manon. Donc elle a fait appel à un crowdfunding et aussi a fait appel à Microstart pour lever les fonds pour lancer son entreprise. Alors nous, on existe, enfin on est partout en Belgique. On est à Bruxelles, on est en Wallonie, donc Hainaut et Liège, Anvers et Gand. Je pense que voilà, si jamais vous souhaitez un financement ou un coaching, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou appeler nos collègues. Je pense que le numéro de téléphone est parti en 2 parties, mais il est bien là. Ça va? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Oui. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Monsieur Nassi Landry. En fait, votre projet m'intéresse, mais juste une question. Jeune France, c'est pas possible par rapport à ce projet-là? Alors, les conditions, c'est être résident belge, effectivement. Après, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez l'ADI en France, ça existe, c'est l'équivalent de Microstart. Il faut savoir que Microstart existe aussi grâce à l'initiative de l'ADI. Donc, on a quasiment le même ADN. Donc, voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous n'êtes pas résident belge. Ça marche, merci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi j'ai 2 questions. D'accord. La première, c'est en ce qui concerne les garants, est-ce qu'il y a des conditions sur les garants? Est-ce que ça peut être n'importe qui, un ami? Est-ce que est-ce qu'un ami est par exemple éligible? Voilà, des conditions d'éligibilité. Et la deuxième question, c'est, c'était en ce qui concerne l'accompagnement. Donc il y a l'accompagnement avant, pendant, après. Est-ce qu'il y a une fréquence? Est-ce qu'il y a un nombre limité de l'accompagnement? Après, c'est jusqu'à quand? Donc, d'accord. Voilà. Ça va. Alors, pour le garant, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un membre de votre famille. Ça, nous, du moment que vous avez confiance en lui, vous et lui, il a confiance en vous ou elle. Nous, ce qu'on regarde concrètement quand on introduit une demande de crédit, c'est de voir votre projet, votre situation personnelle et le budget familial et aussi le budget de votre activité. Votre garant, on regarde à ces situations évidemment pour voir s'il peut assumer la mensualité et ne pas le mettre en difficulté dans le cas où on doit faire appel à lui. Donc c'est ça le plus important pour nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors pour l'offre accompagnement, je vais vous expliquer clairement. Donc en fait, si vous avez une idée d'un projet, à ce moment-là, je vais vous conseiller les ateliers. Et les ateliers, c'est en 2 matinées, voire 3 matinées. Vous avez donc les 2 matinées où vous allez constituer votre business, donc BMC et plan financier. Vous allez avoir aussi l'intervention de Partena. Partena, c'est un guichet d'entreprise
où là, ils vont vous expliquer les démarches pour entreprendre et comment calculer les cotisations sociales, vous conseiller un statut entrepreneurial. Donc, ces deux séances, donc c'est totalement gratuit. Vous avez droit aussi à une matinée d'ateliers pratiques où là, vous allez vraiment mettre en exercice votre projet. Donc ça, c'est pour les ateliers, c'est collectif, c'est gratuit, ouvert à tout le monde. D'accord ? Après, si vous avez votre BMC, plan financier, et que vous souhaitez introduire une demande de financement, avant d'introduire la demande de financement, on va vous mettre avec un coach. Donc c'est un accompagnement individualisé pour peaufiner votre activité et pour mieux structurer votre projet. Donc ça, c'est en général en 3-4 séances. Nous, on ne met pas de limite. Du moment qu'on a le feu vert du coach, on vous libérera du coaching, j'ai envie de dire comme ça. Après, vient le coaching après le démarrage, où là, c'est selon vos besoins. Par exemple, vous dites « Ah, moi, le côté administratif, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ». À ce moment-là, on va vous mettre un coach qui vous aidera dans cette partie. Vous dites « Ah non, moi, j'ai des problèmes pour lire un bail commercial ou j'ai envie de... j'ai des problèmes par rapport à mes contrats », à ce moment-là, on va vous mettre avec un expert juridique. Ça dépendra de votre besoin. Et donc, cette offre accompagnement après démarrage, c'est valable tout le long de votre remboursement de votre crédit. D'autres questions ? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut ovationner Samia, s'il vous plaît ? Alors, on a fini. On va juste reprendre à 15h. On fait la pause maintenant. Donc, l'après-midi, il y aura des thématiques comme... Alors, je vous les cite très rapidement, même si c'est sur le site. On a l'interview exclusive avec Samuel Maté sur la compétence aveugle. On a l'importance de la fiscalité et intégration dans le monde juridique des pays africains au regard du droit OHADA. Osez entreprendre, comment transformer vos idées en un business rentable, sécuriser vos contrats, maximiser les bénéfices, minimiser les risques, l'intelligence collective, ce qui est la deuxième masterclass qui sera à côté. Et puis, on a une table ronde sur comment est-ce qu'à partir du contenu, tout ce qui est vidéo, visuel et photo, on peut augmenter, avoir de la visibilité, augmenter son chiffre d'affaires. Et la dernière, ça sera comment et pourquoi investir dans les pépites africaines à fort impact lorsqu'on est dans la diaspora. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette première partie. On se retrouve donc à 15h pour la suite. Le déjeuner, il est servi à 14h15, donc dans 8 minutes. Ils ont commencé. Bon, on y va alors. OK, parfait.